prise du pouvoir par les armes. Elle ne reconnaît pas Ndoto Dia, le président autoproclamé de la RCA, et exhorte les Centrafricains à repartir sur les bases des accords de Libreville. C'est ce qu'il faut retenir du sommet de la CEAC. Un projet relatif foncier domanial a été présenté aux élus du peuple par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et du Domaine. Lutte contre la poliomyélite, le Tchad cherche à asseoir une stratégie visant à éradiquer du pays cette maladie d'ici 2018. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Nous nous excusons pour ce retard. La CEAC a tenu un sommet extraordinaire consacré à la situation que traverse la République centrafricaine. Pour ce sommet, 5 chefs d'État et 2 chefs de gouvernement ont fait le déplacement de N'Djamena. Au terme de leurs travaux, ils ont condamné le coup d'État en RCA et optent pour l'application des accords de Libreville. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Je vous invite à suivre la lecture de ce communiqué. Il est à souligner que le président de la République, Idriss Déby Itno, est le président en exercice de la CEAC. Monsieur le représentant de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le représentant de la France, Monsieur le représentant des États-Unis d'Amérique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la grave crise qui traverse un de nos pays membres, à savoir la République centrafricaine, est la principale raison de notre rencontre à N'Djamena. Vous nous demanderez que depuis le matin, certes beaucoup de temps a coulé, mais je voudrais vous assurer que nous n'avons pas chômé. Par rapport à la délicatesse de la situation, il nous recommandait que, au-delà des pays membres de la CEAC, au-delà des partenaires bilatéraux, il fallait que nous associons d'autres chefs d'État africains, l'Union africaine bien sûr, et dans notre quête d'une solution, associer aussi la communauté internationale. La situation en République centrafricaine, le désordre ne date pas d'aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler que ce désordre a commencé en 1994. Pour nous, au niveau de l'Afrique centrale, nous avons été pendant 20 ans au chevet de ce pays, amis et frères. Nous avons consacré tout notre temps. Nous avons mis notre cœur. Nous avons consacré des moyens matériels énormes, moyens financiers énormes. Mais, comme vous le savez, la sortie de crise de la République centrafricaine a été très difficile. La dernière réunion ou la dernière rencontre que nous avions eue le 11 janvier à Libreville, nous pensions que c'était vraiment le déclic de la sortie de crise définitive
de la République centrafricaine. Malheureusement, le désordre encore s'est installé. Les armes ont fait la loi. Un homme s'est installé, s'est autoproclamé président, a dissous l'Assemblée nationale, a suspendu la Constitution. Et la même personne disait qu'il était donc en accord avec. Il agit dans le cadre des accords de Libreville de 11 janvier 2013. Cette mise devant un fait accompli, personne n'a accepté. La CAC, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, l'OIF, les États-Unis, la France, unanimement, la prise de pouvoir par les armes a été condamnée et qu'il n'est plus question pour nous tous de nous mettre en porte-à-faux de grands principes qui ont guidé notre organisation continentale et aussi nos engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Nous avons échangé et nous avons aussi écouté le Premier ministre de la République centrafricaine issu des accords de Libreville. Après échange entre chefs d'État, et nous avons élargi à toute la communauté internationale, voilà le résultat auquel nous sommes parvenus. Il nous paraît impossible, en l'état actuel des choses, de reconnaître un homme qui s'est autoproclamé président. Et nous pensons que la gestion de la République centrafricaine doit repartir et se faire sur la base des accords de Libreville. Dans ce cadre, il y a un Premier ministre de consensus. Du reste, nous avons imaginé de créer une sorte de collège où on peut appeler un exécutif, en fait, disons collège, qui va être élu par les forces vives de la nation, les partis politiques, les associations de la société civile, les congrégations religieuses, les jeunes, les femmes et que sais-je encore d'autres. Ce collège qui va être à la tête de la transition doit jouer le rôle de l'exécutif. Et ce collège va désigner, pour la période de transition, un président.
un président. C'est aux Centrafricains de décider qui ils veulent. Nous leur imposons personne. La transition ne doit excéder les 18 mois au grand maximum. Entre-temps, en plus de ce chapeau exécutif, il y aura un organe constituant. Un organe constituant qui va jouer un peu le rôle de l'Assemblée nationale. Mais sa mission première pendant la transition, c'est de rédiger et mettre à la disposition des peuples centrafricains une constitution et de légiférer, n'est-ce pas, par les textes réglementaires de la République pendant cette période de 18 mois au total. Pour en arriver à là, nous avons donc décidé, les ministres des Affaires étrangères, nos ministres, des pays ici présents, CAC ou autres, les partenaires, le représentant des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF et si nos amis représentants de la France et des États-Unis peuvent les accompagner, doivent aller à Bangui dès demain matin. Pour tout ce message, assorti évidemment comme élément fondamental de ce sommet extraordinaire au Centrafricain. C'est ce que nous leur mettons sur la table. Ce n'est pas autre chose. C'est cela. Nous espérons qu'ils vont revenir avec un consensus qui va se dégager dans la consultation qu'ils feront au niveau de toute la force vive de la nation et les acteurs concernés, une politique, association de la société civile, autres. Au vu donc des résultats que nous aurons donc au retour de nos plénipotentiaires et de nos partenaires, nous allons nous retrouver encore à N'Djamena pour examiner et prendre la décision politique conforme à notre point de vue, qui respecte les principes, mais qui sauve le peuple centrafricain et qui met fin au désordre dans ces pays-là. Une autre, évidemment, décision que nous avions prise, l'ancien président Bozizé, qui a quitté la République centrafricaine depuis le jour du coup d'État, se trouve encore au Cameroun. S'il en fait la demande,
s'il en fait la demande. Humainement, donc, nous avions demandé à la République sœur du Bénin de l'accueillir, un frère, n'est-ce pas, nous espérons qu'un jour, il reviendra dans son pays, au sein de ses parents. Il y a des ragots qui ont été racontés, ça, c'est pas la peine de vraiment de me poser la question, que le Tchad aurait envoyé des forces pour attaquer les forces centrafricaines. C'est faux, archi faux. Le Tchad n'a jamais envoyé. La communauté internationale est là. Les Centrafricains sont là pour témoigner. Que parmi les décisions qui ont été prises à cette rencontre, il y a aussi la décision qui consistait. Le président Zuma nous a évidemment informé de sa volonté de retirer les forces sud-africaines qui sont à Bangui. Ces forces-là sont venues dans un cadre d'un accord bilatéral daté de 2007. Le président Zuma nous a rassurés, il reste disponible à la demande soit de la CAC, de l'Union africaine pour les besoins de la cause. Il est disponible à nous appuyer, même en envoyant encore des forces. Évidemment, nous avons tous déploré les frères qui sont morts et nous avions présenté nos condoléances à notre frère qui nous semble absolument normal. Donc c'est un élément, je pense, qui est important, qui fait partie de la décision. Donc les éléments sud-africains vont se retirer. Merci. Vous venez de suivre là le communiqué final du sommet extraordinaire de la CEAC, sommet consacré à la situation qui prévaut en République centrafricaine. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé une série d'audiences peu avant l'ouverture officielle du sommet extraordinaire de la CEAC. La situation en RCA était à l'ordre du jour. Nassor Noditi. Le premier à être reçu par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, est le nouvel envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie en RCA, Louis Michel. Nommé à ces postes à peine 2 semaines, l'ancien ministre belge des Affaires étrangères a rencontré à Bangui les nouvelles autorités, les acteurs politiques, la société civile ainsi que les partenaires internationaux. Son étape d'Njamena vise à mieux s'imprégner des réalités à la lumière du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'objectif de Louis Michel est de recueillir des informations afin de soumettre à la prochaine session extraordinaire du Conseil permanent de la francophonie qui statuera sur la situation en RCA. Au moment où l'envoyé spécial de l'OIF en République centrafricaine prenait congé du chef de l'État, son homologue Denis Sassou Nguesso faisait le sens inverse. C'est en sa qualité de médiateur dans la crise centrafricaine que le chef de l'État congolais est venu échanger sur la nouvelle donne à Bangui avec la prise du pouvoir par la Séléka. Les 2 chefs d'État seront rejoints par le président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Mbassoko, béninois Yayi Boni, sud-africain Jacob Zuma et gabonais Ali Bongo Ondimba, ainsi que le vice-premier ministre camerounais Amadou Ali, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, le chef de délégation de la République sœur du Burundi et d'Angola. C'est le premier ministre centrafricain, Maître Nicolas Tchangaï, qui fermera la marche de ces 8 clos. Ensemble, les chefs d'État et de délégation ont fait le point de la situation sécuritaire en République centrafricaine à la lumière du rapport préparé par le secrétaire général de la CAC que dirige notre compatriote Nassor Guelendouxia Oueidou.
Hier, face aux élus du peuple, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et du Domaine a présenté un projet de loi relatif au code foncier et domanial. Par rapport à ce sujet, le ministre a longuement échangé avec les élus du peuple. Marale et Joséphine. Le gouvernement entend doter le Tchad d'un code foncier et domanial. Ce projet de loi pour foncier et domanial doit remplacer l'ancien presque désuet. C'est donc pour expliquer la motivation du gouvernement aux élus du peuple que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Affaires foncières et du Domaine était à l'Assemblée nationale. Le ministre estime que la réactualisation de l'ancien document pourra répondre aux attentes de la population. Quelques innovations non moins importantes sont à relever. La définition de tous les termes clés pour éviter les tergiversations dans leur interprétation. La prise en compte de la décentralisation. Les collectivités territoriales décentralisées peuvent disposer d'un domaine public et d'un domaine privé. Le domaine public est étoffé. Désormais, l'espace aérien national en fait partie. Le domaine mobilier fait l'objet d'importantes dispositions et la liste est détaillée. Le président de l'Assemblée nationale souligne que les affaires foncières et du domaine au Tchad sont entachées d'irrégularités et qu'il faudrait s'y pencher. La saturation des juridictions compétentes par les litiges liés au foncier. La forte implication des autorités traditionnelles dans la distribution des terres des terrains urbains. La forte pression foncière et les affrontements conséquents. Face à ces problèmes qui sont uniquement observés au niveau des centres urbains, le gouvernement pense à apporter des réponses par cette nouvelle loi. Prenant en compte les préoccupations des députés, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Affaires foncières et du Domaine, Jean-Bernard Pandaré, a rassuré que le texte est bien conçu et ne pourra en aucun cas déposséder les communautés rurales de leurs terres ancestrales. La 9e réunion du groupe technique consultatif sur l'éradication de la poliomyélite se déroule depuis hier dans un hôtel de la capitale. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires réfléchissent sur les voies et moyens pour éradiquer du Tchad cette maladie d'ici 2018. Anastasie Bissi. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires réfléchissent sur un nouveau mécanisme pour bouter définitivement la poliomyélite hors du pays. Il s'agit d'un plan quinquennal allant de la période de 2013 à 2018. Le programme prend en compte des moyens efficaces pour l'accélération de la vaccination de routine. Ceci pour freiner la transmission du poliovirus sauvage afin d'éradiquer la maladie. Cette rencontre va permettre également aux participants d'évaluer les activités du groupe technique consultatif sur l'éradication de la poliomyélite au Tchad de 2012. Pour le ministre de la Santé publique, l'éradication de la poliomyélite mérite une attention toute particulière. Malgré les efforts consentis, des insuffisances sont toujours constatées dans la mise en œuvre des activités d'éradication de la poliomyélite, notamment dans la qualité des AVS, la surveillance épidémiologique, mais aussi la faible immunisation des enfants par le PEV de routine. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique multiplie des initiatives dans le souci d'améliorer la mise en œuvre des activités d'éradication de la poliomyélite au Tchad. Le représentant de l'OMS salue les efforts du gouvernement en matière de santé. Daniel Trantora convie les techniciens à user de leurs expériences dans la mise en œuvre des activités afin d'atteindre les objectifs fixés. Il réaffirme par ailleurs la disponibilité de son institution à appuyer le ministère de la Santé publique dans sa mission. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie a eu une rencontre avec la société d'exploration de pétrole OPCI. La rencontre porte sur la revue annuelle de la société en question. Innocent Kilayo. Ce sont des rencontres de routine organisées annuellement avec les partenaires du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Cette fois-ci, la revue annuelle avec les partenaires du ministère du Pétrole et de l'Énergie porte sur les activités d'OPCI, la compagnie taïwanaise d'exploitation du brut du sud du pays. OPCI a signé avec le gouvernement depuis 2006 une convention de recherche d'exploitation et de transport des hydrocarbures. En 2010, les travaux de recherche d'OPCI ont atteint Benoît dans le Logone occidental. Pour le directeur général de cette compagnie taïwanaise, Cheng Shiwei,
Le respect de la convention a permis à son entreprise de réussir avec succès les recherches et la phase de forage de Benoît 1. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie reconnaît les efforts consentis par la compagnie taïwanaise. En passant en revue les activités de la société au pic 2010-2013, 2012 et les perspectives 2013, nous constatons que les efforts particuliers ont été mis sur un programme agressif mené par OPIC en CIMIC 3D pour permettre de réaliser un programme de développement plus rapide du champ de Benoît. La revue annuelle va permettre également au ministère du Pétrole et de l'Énergie et son partenaire d'OPICI d'harmoniser les idées afin de passer à la phase d'exploitation du brut de Benoît. Un atelier d'information et de plaidoyer sur les activités synergiques transfrontalières dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida se déroule à Bangor. Un atelier organisé par les associations de marketing social du Tchad et du Cameroun. C'est le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, Jules Mbaye-Goto, qui a présidé l'ouverture des travaux. Gisèle Chanikoudou. Les mouvements migratoires des populations de part et d'autre des frontières à l'intérieur de l'espace CEMAC constituent un facteur important de diffusion de l'infection à VIH. Cet atelier d'information et de plaidoyer sur les activités communes synergiques transfrontalières ACSTF vise à réduire la propagation du VIH à travers des interventions au niveau nœud frontalier. Les villes frontalières de Bangor au Tchad et Yagwa au Cameroun sont identifiées comme nœud numéro 2. Les travaux ont regroupé les leaders religieux et traditionnels, les autorités administratives et représentants de quelques couches socio-professionnelles venues de ces deux villes sœurs. Selon le maire de Bangor, Djarsia Abikir, des actions en synergie contre le VIH est une stratégie efficace. Quant à Famanou Claire, représentant son collègue de Yagwa, elle a souligné que la sensibilisation doit être intensifiée à l'endroit des femmes car elles sont les plus affectées par le VIH. Le coordonnateur de l'organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, Dr Brahim Issa Didi, a pour sa part sollicité l'effort de tout le monde pour éviter que le sida ne passe les frontières. Le gouverneur du Mayo-Kébi-Est salue cette initiative. Des initiatives comme celle des activités communes synergiques transfrontalières sont à saluer car elles peuvent contribuer de manière significative à la réduction de la prévalence du VIH-Sida en Afrique centrale. Au cours de l'atelier, des présentations ont été faites sur le projet Prévention VIH-Sida en Afrique centrale et les activités communes synergiques transfrontalières. Les travaux de cet atelier ont pris fin avec les engagements des acteurs, participants et autres partenaires pour le démarrage effectif des ACSTF. Un atelier sur la nutrition et la santé scolaire s'est ouvert ce matin au CEFOD. Cette rencontre vise à définir une nouvelle approche de l'alimentation dans le cadre scolaire au Tchad. Un atelier organisé grâce à l'appui du Programme alimentaire mondial. Estelle Abdelkader. Le gouvernement et le système des Nations Unies se concertent sur le problème lié à la santé, à l'alimentation et à la nutrition scolaire. Cette présente rencontre vise à améliorer les programmes d'alimentation scolaire et à s'accorder sur les standards de qualité. L'opportunité est saisie par la représentante du Programme alimentaire mondial PAM de réitérer l'engagement de son institution à soutenir la politique nationale dans le domaine de l'alimentation, de santé et de la nutrition scolaire. Les repas scolaires sont donc connus comme une incitation qui encourage les familles de laisser les enfants aller à l'école parce que là au moins il y aura un repas chaud qui tient le ventre pendant qu'ils apprennent à lire et à écrire. Les programmes scolaires aussi aident les parents à savoir que investir dans l'enfant aujourd'hui, c'est un investissement qui va aider le pays à long terme. Pour le ministère de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation, l'élaboration d'une telle stratégie nationale traduit la politique du gouvernement. La mission qui vous attend est exaltante et pertinente. Nous vous exhortons à faire preuve d'imagination et de hauteur de vue afin d'appréhender dans toutes ses dimensions le défi de la sous-alimentation, de la nutrition et de la maladie qui ne riment naturellement pas avec une nouvelle image de qualité et de performance
de l'école tchadienne. À l'issue de ces assises, les participants sont tenus d'élaborer une feuille de route pour un programme de cantine scolaire national, tout en identifiant les prochaines étapes qui soutiendront les nouvelles orientations. Le centre de santé de Torodinga, localité située à 55 km à l'est de Moussoro, est opérationnel. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 29 mars dernier. C'est le chef de zone de district sanitaire de Moussoro qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Bengar l'armée la guerre. Le village Torodinga, situé dans le département sud de la région de Bahr El Ghazal, a désormais un centre de santé. Cette structure sanitaire a été réalisée et équipée par les ressortissants de ce village à hauteur de 5 millions de nos francs. Après la finition des travaux et son équipement, le centre de santé a été inauguré officiellement. À la faveur de cette cérémonie d'inauguration, le chef de village a rendu un hommage mérité à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette structure sanitaire. Pour son bon fonctionnement, Al-Hadi Sougoumi Wachif a sollicité le soutien du ministère de la Santé publique. Cette initiative louable a été appréciée à sa juste valeur par le chef de zone du district sanitaire, représentant le médecin-chef du district de Moussoro. Brahim Ahmad Mahdi a saisi cette occasion pour dire que le ministère de la Santé publique, à travers la délégation sanitaire de la région de Bahr El Ghazal, ne ménagera aucun effort pour mettre à disposition de ce centre de santé les moyens nécessaires. La direction des ressources en eau et de la météorologie, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, ont organisé ce matin un atelier national de validation du rapport de la seconde communication nationale. La cérémonie d'ouverture a vu la présence du représentant du ministère de tutelle et de plusieurs invités impliqués dans la gestion du changement climatique. Adoumbe Hortense. Face aux défis environnementaux et climatiques, il faut agir. Un impératif qui amène le département en charge de l'hydraulique rurale et urbaine et les partenaires à développer un plan d'action. Déjà, le projet Activité habilitante pour la préparation de la seconde communication nationale est élaboré. Pour sa mise en œuvre, les deux parties s'engagent à appliquer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Une convention qui, selon le directeur des ressources en eau et de la météorologie, est née suite aux inquiétudes liées aux indices scientifiques indiquant la modification du climat de la planète. Le secrétaire général du ministère de l'hydraulique rurale estime que cette rencontre constitue un pas important dans le processus de la mise en œuvre de cette convention. Le Tchad est appelé à préparer et transmettre à la conférence des parties une communication nationale faisant état des efforts consentis et des mesures entreprises à même de contribuer à la concrétisation des objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Pour gagner ce pari, les pays signataires de cette convention doivent entre autres coopérer pour se préparer à l'adaptation aux impacts des changements climatiques et lancer des stratégies nationales. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.